Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Philippe de Villiers et le Frexit, l'homme providentiel, la mafia unie derrière Patrick Cohen et Bayrou, le train pour Pau, avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres. Vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Yann Penaud, ma chère Anissé, François Fachetta, Crisis, Philippe Bohen, André et JP Poignant. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire ? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Patrick Cohen défendu par la mafia. Eh oui, il va falloir se préparer ce lundi à tous les coups tordus, les mensonges, les intimidations habituelles de ces malfaisants. Nous découvrirons la ligne narrative pour enfumer les gens dès lundi matin dans toute la presse subventionnée. Ce sera un bingo d'étiquettes infamantes, complotistes, X-faire, Y-faire, X-phobe, Y-phobe, etc. Vous n'avez pas entendu ni vu ce que vous avez vu et entendu. Quelqu'un va bien tenter de dire que c'est une scène en intelligence artificielle ou que c'est les Russes. Une relativisation maximale. Ces chacals du service public vont donc commencer par montrer les crocs, intimider ceux qui ont fait leur travail de journaliste. Polémique à France Inter. Il y a une plainte qui va être déposée. Patrick Cohen invoque le droit à la vie privée. Porter plainte pour la captation d'échanges à voix haute dans un lieu public. Ça risque d'être un peu léger juridiquement. Bon, sur un malentendu instruite par un juge de gauche, complaisant, membre d'une loge à forte majorité PS, ça peut passer vu l'état de déliquescence du pays. Malgré tout, certains journalistes estiment que l'on ne doit pas espionner des citoyens libres. C'est une question de déontologie pour un journaliste. Ah, c'est une question épineuse. Eh bien, demandons à un expert du service public. De LR qui a été espionné, c'est pas un rendez-vous secret. Une enceinte scolaire ou universitaire, c'est un endroit public. Bien sûr, la loi dit qu'on ne doit pas enregistrer les gens à leur insu, mais il y a une démarche journalistique, moi, qui me semble tout à fait légitime, et le résultat est très intéressant. Quand Patrick Cohen justifiait en 2018 un enregistrement contre Laurent Wauquiez réalisé à son insu par Quotidien. Bien sûr, la loi dit qu'on ne doit pas enregistrer les gens à leur insu, mais il y a une démarche journalistique qui me semble tout à fait légitime. Sa fameuse plainte est morte avant même d'avoir été déposée. C'est donc tout un pan de la défense de Patrick Cohen et de Thomas Legrand qui vient de s'effondrer. Autre technique de ces journalistes aux ordres, minimiser les faits. Thomas Legrand. Oui, j'ai pris un café avec 2 socialistes. Cette minimisation est reprise par tous les collabos du système, de Gouin, Duhamel et Mouchard. Vous savez, Mouchard, Laurent Geoffrin, de l'Aberration. Patrick Cohen et Thomas Legrand, les 2 cibles d'une guerre culturelle. À cause d'une phrase maladroite, les 2 éditorialistes sont cloués au pilori dans un spectaculaire concert d'invectives. D'un côté, il y a minimisation des faits et de l'autre, une hyperbole grotesque. Philippe Béchade. Si un pacte de manipulation de l'opinion au profit du Parti socialiste avec l'argent du contribuable est une phrase maladroite, alors Bernard Madoff avait commis une petite étourderie comptable bien innocente. J'ai l'impression d'avoir vécu cette scène une bonne centaine de fois. On attrape 2 barbouzes, socialistes ou de gauche, les 2 doigts dans la confiture, et ils braillent sur tous les tons, sur tous les plateaux de télévision. Nous sommes les victimes de la fachosphère. Ce n'est même plus de l'inversion accusatoire, cela devient n'importe quoi. Mais regardons combien de règles ces 2 journalistes ont bafoué. Ces socialos à carte de presse. Comme je l'ai montré hier, Patrick Cohen et Thomas Legrand ne respectent pas les 2 devoirs principaux d'un journaliste, la vérité, on l'a vu avec Crépol ou Elias, et surtout, ils ne défendent pas la liberté de l'information, du commentaire et de la critique, puisqu'ils militent pour la censure des réseaux sociaux. Mais il y a pire, c'est l'article 9.
Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ou de propagandiste. En bafouant ces 3 devoirs de la charte de Munich, ces 2 agents d'influence du Parti socialiste devraient être virés manu militari de tout service de presse. Mais il y a plus, en prenant part à l'élaboration de la stratégie électorale du Parti socialiste, eh bien, ils ont bafoué la charte du service public. Doit-on rappeler que l'ARCOM avait donné pour mission au service public, et c'est normal, non seulement l'information, mais surtout la neutralité politique. Considérez-vous que l'odieux visuel public respecte son obligation de pluralisme et de neutralité politique? Non, à presque 90%. Cette affaire vient donc ruiner définitivement la crédibilité du service public et des journalistes de gauche. Remarquez la crédibilité de France 2 et des gauchistes, il n'en restait pas grand-chose. Bref, Patrick Cohen et Thomas Legrand devraient être licenciés à double titre. Non-respect de la charte de Munich et non-respect de l'obligation de pluralisme et de neutralité politique du service public. Au fait, qui sont ces 10% qui soutiennent Patrick Cohen et Thomas Legrand? Oui, qui sont-ils? Des trolls socialistes, des militants fanatiques ou des cerveaux sans conscience? Enfin, c'est encore une illustration de ce qu'on appelle le journaliste aux ordres. Tiens, il y avait un journaliste aux ordres particulièrement odieux dans le temps, souvenez-vous, un pro-Macron enragé qui est devenu porte-parole de Macron. Bruno Roger Petit, journaliste porte-parole officieux de Macron depuis plus d'1 an et qui va devenir porte-parole officiel lorsqu'Emmanuel Macron sera élu. Ce lundi, donc, préparez-vous à assister à un spectacle sale de tous ces journalistes socialistes se vautrant dans la fange de l'inversion accusatoire. Quant à leur chef, Olivier Faure, il est prêt à toutes les compromissions. Ah, Matignon vaut bien une guerre. Alerte info. Olivier Faure a annoncé qu'il votera pour l'engagement de militaires français en Ukraine. Olivier Faure et Gluglu sont favorables au déploiement de troupes françaises en Ukraine pour sauver le régime bandériste de Zelensky. Comment peut-on en effet être le collaborateur d'un bandériste? Les socialistes et la guerre, comme dirait Xavier. Mais ce pauvre Olivier socialiste, pas très fortiche. Olivier Faure, la nouvelle Lucie Casté de Macron. Une petite marionnette que l'on agite pour faire peur à la droite. Et cet imbécile joue le jeu. Dans le Figaro, l'éditorial d'Yves Tréhard, cauchemar socialiste. Il faut être juste, monsieur Yves Tréhard, ce n'est pas le cauchemar socialiste, c'est le cauchemar et l'RPS. L'RPS, la deuxième moitié. Laurent Wauquiez envisage Xavier Bertrand comme nouveau Premier ministre. Je crois qu'il touche le fond chez les LR. C'est un spectacle lamentable, immonde. Et oui, nos politicards se battent sur un champ de ruines comme des chiffonniers pour un bout de gras. Les Français veulent des patriotes, des hommes politiques qui prennent des décisions. Et voilà que tous ces macronards nous ressortent tous les zombies européistes. Après Bayreuth Secours, c'est le temps de Bertrand Sfuge. Vous vous rappelez ce que disait Wauquiez de Xavier Bertrand ? Laurent Wauquiez sur le départ de Xavier Bertrand des LR. À la lâcheté, il ajoute le déshonneur. N'est-ce pas le cas de tous les lascars de l'herpès ? Nous vivons un moment où une information politique, par exemple la nomination d'un Premier ministre, a une durée de vie de quelques heures. Pourtant, il y a une réalité qui surnage, c'est que les Français ne veulent plus de Macron. 64% des Français sont favorables à une démission d'Emmanuel Macron. C'est une nécessité, mais qui pour remplacer Emmanuel Macron, pour mener une politique de redressement national ? Chez les patriotes, nous avons les diagnostics, on a même des programmes, mais nous n'arrivons pas à nous unir, oui, rassembler toutes les sensibilités souverainistes. Il nous faudrait un homme avec une stature présidentiable, des médias grand public pour le soutenir. Et si c'était Philippe de Villiers. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis ce soir, il faut partir. Il faut quitter cette broyeuse, retrouver notre souveraineté. Sinon, on ne pourra résoudre aucun de nos problèmes. Je le dis avec gravité, mais avec certitude. Chez les patriotes, on est enthousiaste.
Florian Philippot, c'est très positif que Philippe de Villiers enfonce le clou du Frexit ce jour dans le JDD en interview. La première féodalité, c'est le super-État profond, l'empire de la norme, cet empire non impérial de Bruxelles, comme disait Barroso. Il faut reprendre le pouvoir, rapatrier la souveraineté, il faut sortir de l'Union européenne. Frexit vite, urgence vitale pour notre France. Même enthousiasme du côté de Philippe Murer, de Villiers pour le Frexit. Excellente nouvelle, c'est une personnalité de poids pour sortir de l'Union européenne et retrouver l'indépendance de la France. Et il faut rappeler le parcours de Philippe de Villiers. Philippe de Villiers a toujours défendu avec panache la souveraineté de la France face à l'ogre bruxellois. En 1992, la campagne pour le référendum en compagnie de Séguin, Philippe de Villiers, Pasqua, il mène la charge contre les états-majors de l'opposition. Philippe de Villiers, Philippe Séguin et Charles Pasqua, chefs de file du non à Maastricht dans l'opposition, ont réuni 6000 militants et sympathisants samedi 12 septembre à Paris. Le président du groupe RPR du Sénat s'en est pris notamment, sans les nommer, à M. Balladur, Chirac et Giscard d'Estaing. Petite anecdote personnelle, j'y étais, oui, je suis allé applaudir ces trois grands messieurs, j'étais un jeune étudiant, et c'était mon premier combat politique. Certains, comme Michel Onfray, ont affirmé que nous avions gagné ce référendum de 1992. Ce serait François Mitterrand qui aurait bidonné les résultats pour imposer la monnaie européenne, l'euro. 2 ans plus tard, Philippe de Villiers. Européenne Charles de Gaulle sur la liste de Villiers. Le député européen Charles de Gaulle, un des petits-fils du général de Gaulle, figurera en 3e position derrière l'homme d'affaires franco-britannique Jimmy Goldsmith sur la liste dissidente que dirigera le député UDF-PR de Vendée, Philippe de Villiers, aux élections européennes de juin. Pour expliquer sa candidature, Charles de Gaulle affirme dans un entretien publié par Le Figaro de lundi que la politique européenne, celle de Maastricht, est à la fois un carcan pour les Français et un prétexte à l'immobilisme. De Villiers ferraille donc depuis plus de 30 ans contre cet infâme marâtre européiste. On le retrouve bien évidemment sabre au clair en 2005 lors du référendum. Un nom d'avenir pour remettre l'Europe d'aplomb. Interrogé dimanche 3 avril lors du grand jury RTL Le Monde, Philippe de Villiers a invité les Français à voter non lors du référendum du 29 mai 2005 sur le traité constitutionnel européen. Interrogé dimanche 3 avril 2005 lors du grand jury RTL Le Monde, Philippe de Villiers a invité les Français à voter non lors du référendum du 29 mai sur le traité constitutionnel européen. À ses yeux, c'est le seul vote utile pour défendre l'identité de l'Europe en tant que civilisation et la survie de la France en tant que nation. On se rappelle ces coups d'éclat contre la directive Bolkestein, le plombier polonais. Après l'infâme ratification de la Constitution européenne, puisque les Français avaient voté non au référendum de 2005, un constat s'imposait. L'Europe des nations, chère au général de Gaulle, c'était fini, le projet était enterré. Il fallait donc sortir de ce machin infernal. De Villiers dénonce depuis la monstruosité du projet européen. Il en a même fait un livre en 2019. J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu. C'est au-dessus du portrait du général de Gaulle. Le Frexit, la seule évidence. Et surtout, redonner la parole aux Français. Philippe de Villiers lance une pétition nationale pour imposer un référendum sur l'immigration. 68% des Français sont en effet pour, mais la Constitution l'interdit, en tout cas une certaine lecture de la Constitution. Redonnons au peuple sa souveraineté piétinée par la République, des juges et de l'Union européenne. Comme vous le voyez sur la vignette, Philippe de Villiers lance une pétition nationale pour obtenir un référendum sur l'immigration. Le lien est dans ma description pour signer cette pétition. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires si vous êtes favorable à une candidature d'union de Philippe de Villiers pour représenter le camp Frexit. Quant aux patriotes de Florian Philippot, ils étaient très actifs comme d'habitude ce week-end. Manifestation à Paris. Macron, ta guerre, va la faire toi. Macron, ta guerre, va la faire toi. Macron, ta guerre, on paiera pas. Macron, ta guerre, on paiera pas. Énorme, Macron ta guerre, on n'en veut pas, hurle la foule dans les rues de Paris à l'appel des patriotes.
Macron a beau s'agiter avec sa coalition des volontaires et ses menaces absurdes contre la Russie, les Français, eux, veulent la paix. Autre mobilisation, autre manifestation, celle des agriculteurs contre le Mercosur et la politique agricole de l'Union européenne. Eh bien, ça y est, nous sommes le dimanche soir, le 7 septembre. Et oui, on n'est pas le 10 septembre, on est le 7. On devance tout le monde. On manifeste devant la préfecture d'Eure-et-Loir, la coordination rurale 28. Nous sommes devant la préfecture d'Eure-et-Loir. Voilà, vous voyez, c'est écrit là-bas. Voilà, centre administratif. Voilà tous les tracteurs qui sont en train d'arriver. On a commencé à écrire les slogans, naturellement. Non au Mercosur, Macron démission, le Frexit. Tout le monde est en train d'arriver. On va faire une opération coup de poing, c'est la première. Mais malheureusement, ça ne sera pas la dernière. On ne veut plus discuter maintenant avec le préfecture. Maintenant, on vide nos fermes, opération ferme propre. On vire tout et on ramène tout devant les préfectures de toute la France. Profitez-en, mes amis paysans. On n'en peut plus, on va nous faire crever. Donc maintenant, on rigole plus, on fonce. Non Mercosur, Macron démission, Frexit. Les paysans en colère commencent ce soir l'occupation de préfecture ici en Eure-et-Loir. Oui, on ne rigole plus, on fonce. Cet été, j'avais dénoncé le narratif de Pannier-Runacher « On va tous bouillir » qui pointait du doigt les Français et les agriculteurs. Les incendies, c'était le réchauffement climatique. Fake news, bien sûr, qui ne sera pas démenti dans la presse aux ordres, seulement dans les préfectures. Le procureur de Montpellier confirme que l'incendie de l'Aude est de nature criminelle et volontaire. Ce n'était pas le réchauffement climatique, Bérou et Pannier-Runacher. L'arrachage des vignes subventionnées par l'Union européenne était également volontaire, de même que l'obligation de laisser les anciens vignobles en friche, très inflammables au nom de la diversité biologique, de même que le choix d'acheter des chars Centaure plutôt que des Canadair. Cet été, que d'amalgames à la télévision. Ah, les amalgames, c'est le grand secret des journalistes aux ordres. Je devrais même dire, même plus le mot amalgame, mais gloubi-boulga et scrologiste. Sur les chaînes de désinformation se mélangent réchauffement climatique, la pétition contre la loi du plomb, les éoliennes et bien évidemment la stigmatisation du monde agricole. Pour sortir de ces amalgames, de ces lieux communs, les paysans ouvrent leurs fermes pour que les Français comprennent les enjeux. Venez dans nos fermes, coordination rurale, venez voir nos agriculteurs, dans quelle mouise financière ils sont. Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale sur France Info. La trahison organisée, programmée, qui enfonce l'agriculture française, déjà meurtrie par des années de politique européiste. Ce cri, tout le monde doit l'entendre avec solidarité et respect. Ces gens que l'on détruit et laisse détruire par une Europe sans légitimité, qui donc a élu Pustula la hyène, qui vient de signer dans notre dos l'accord mortifère du Mercosur. Eh bien, ces gens sont ceux qui nous nourrissent, qui entretiennent nos paysages, qui les nettoient pour éviter les feux. La lecture partisane de ce sujet est une ânerie sombre qui peut nous coûter pour longtemps notre souveraineté alimentaire. On doit refaire une unité nationale autour d'eux, unis autour de la coordination rurale. Parfois vous m'écrivez, mais pourquoi il y a de telles âneries ? Comme l'a dit Alexandre Jardin. Oh, c'est toujours la même histoire, hein. C'est une affaire de gros sous-sous, de lobby et de corruption. Fabien Bouglet, révélation explosive. Comment les réseaux éoliens ont infiltré l'État. On peut retrouver cette enquête choc dans le prochain numéro de Transition et Énergie, nouvelle formule. Ce sera le 18 septembre. Comme je l'ai souvent dit dans ces entretiens, les lobbies éoliens allemands ont infiltré nos ministères via les réseaux européistes macronistes. C'est toujours la même histoire. Vous êtes plusieurs à m'avoir écrit au sujet du 10 septembre. Doit-on manifester le 10 septembre ?
Comme pour le Premier ministre à Matignon, la situation est très confuse, et c'est fait exprès. Tout est fait pour décourager les manifestations. Il y a d'abord la récupération de la gauche, de la France insoumise, du mouvement. Et depuis le 10 septembre, à moins la côte chez les sympathisants de droite. Un peu moins d'un Français sur deux soutient le mouvement du 10 septembre, selon un sondage. Les sympathisants de gauche soutiennent massivement ce mouvement né sur les réseaux sociaux et dans une moindre mesure, à 58%, ceux du Rassemblement national, selon une enquête Ipsos BVA. Mais attention à ce sondage, il a été commandé par qui? Par le pouvoir. Nous sommes dans la tribune dimanche, proche d'Emmanuel Macron, pour démotiver les Français à aller manifester. Je crois pour ma part qu'il faut être au contraire sur les lieux de mobilisation, être visible pour ne pas laisser la gauche récupérer complètement le mouvement. Autre tentative du pouvoir. Violence urbaine en douce. Le ministère de l'Intérieur interdit les journalistes en manifestation. Comme toujours, les journalistes aux ordres ne dénoncent pas cette mesure du gouvernement qui a pour but, bien évidemment, de faire peur. Ne nous laissons pas intimider. Vous êtes plusieurs à me demander le résumé du dernier Candace Owens. Candace est de retour. Elle pose 2 questions explosives. Pourquoi Jean-Michel Trogneux ne s'est-il pas associé à la plainte de Bribri et Manu? Et qui était le prisonnier 2093 dans l'expérience de Stanford en 1971? Accrochez-vous. On rappelle le contexte. En 2018, Brigitte Macron déclare d'Angala qu'elle était aux États-Unis en 1969 lors du premier pas sur la Lune. Je vous avais présenté à l'époque ce numéro. Jean-Michel Trogneux s'engage dans l'armée en 1968. Son dossier n'est clos qu'en 1981. Hypothèse de Candace. Jean-Michel Trogneux était aux États-Unis en 1969 et 1971. Brigitte parla-t-elle de son souvenir en tant que Jean-Michel Trogneux? Un internaute envoie à Candace une photo d'un participant à l'expérience de Stanford en 1971, qui ressemble étrangement à Jean-Michel Trogneux. Et puis, un ancien étudiant de Stanford lui glisse qu'elle devrait consulter les journaux archivés de l'université. Surprise, un certain Jean-Michel, étudiant français, a chanté du Georges Brassens à l'association des étudiants français de Stanford. Étrangement, ce Jean-Michel a disparu. Enfin, des fichiers de l'université. Bon, ce dernier numéro de Candace Owens est très décevant, rien de nouveau et les pièces apportées ne prouvent strictement rien. Alors, 2 hypothèses. Candace a peut-être exploré une mauvaise piste. Deuxième hypothèse, elle a au contraire des preuves solides, mais elle joue sur le suspense, elle feuilletonne quoi. Le prochain numéro devra être plus percutant et surtout sourcé. International avec le bulletin 254 de Xavier. Un très bon cru, des analyses solides, comme toujours, me direz-vous. J'ai particulièrement apprécié l'analyse sur Force de Sibérie 2. Je me posais pas mal de questions. Vous savez, le gazoduc qui va relier la Russie et la Chine. Xavier s'interroge également sur les mensonges de Macron. C'est le moment bunker. Et comme toujours, les cartes militaires. À ne pas rater. Et bien évidemment, dans ma description. Il faut également ajouter que les Russes semblent passer à l'offensive et essaient de faire plier le régime bandériste de Zelensky. Guerre en Ukraine, Kiev se réveille sous le choc de la plus grande attaque aérienne depuis le début du conflit. Dans la nuit de samedi à dimanche, plus de 800 drones russes ont touché le territoire ukrainien, dont le siège du gouvernement. Les bandéristes, comme Macron d'ailleurs, s'accrochent, mais le pourront-ils très longtemps? Car la guerre d'attrition est en train de porter ses fruits. L'armée ukrainienne recule de partout. En effet, dans la bataille pour Krasnomaïevsk, Pokrovsk, après avoir pris pied dans la périphérie sud-ouest de Pokrovsk, les groupes d'assaut russes ont élargi leur percée en progressant vers le centre-ville. C'est la même chose sur le front de Kupiansk. À partir de leur tête de pont réalisée à l'ouest de l'Oskol, les forces russes redescendent vers le sud, sont parvenus à porter les combats jusque dans la périphérie nord de Kupiansk, dont les approvisionnements logistiques sont à l'ouest sous le feu des appuis russes. Kupiansk, qui avait été repris aux forces russes lors de la contre-offensive ukro-atlantiste
en septembre 2022 est le principal carrefour routier et ferroviaire alimentant le front à l'ouest de Kharkov et jusqu'au front de Syaviansk plus au sud. Et il y a au front de Soumy, les troupes russes ont de nouveau progressé. Les Russes se sont emparés d'un carrefour logistique. Face à l'évidence de la défaite militaire, les pays européens se déchirent et les opinions refusent la guerre. En Pologne, les Polonais ont voté contre l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. En Allemagne, selon les sondages, les Allemands sont contre l'envoi des troupes au sol. Quant à l'Italie, pas de coalition des volontaires. C'est la cacophonie, sur tous les sujets d'ailleurs. Les capitales, adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, le casse-tête continue. Aujourd'hui, dans les capitales, adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, le casse-tête continue. Agriculteurs et eurodéputés vent debout contre l'accord Union européenne-Mercosur sur le point d'être adopté. Les peuples veulent donc la paix. Mais Macron, lui, veut sa guerre. Thierry Mariani, quand on touche les sommets de l'impopularité, seule une guerre ou une tension internationale extrême peut resserrer la nation autour de son dirigeant. Est-ce pour cela que Macron passe la plus grande partie de son temps à s'occuper de l'Ukraine? Vous vous rappelez de la campagne de 2017? Macron expliquait que le Rassemblement national, c'était la guerre. On se pince. Madame Le Pen et ses amis, ils seront réfugiés au château de Montretout, mais ce sont vous et vos enfants qui iront la faire. La même guerre qui en a fait tomber tant et tant. Alors ne cédons pas à cela. Alors ils ne passeront pas. Alors moi je n'en veux pas. Alors que toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont décidé d'être les somnambules du 21e siècle, honte à eux. Nous sommes debout, nous sommes en marche et nous irons au bout avec responsabilité. Mais je veux autre chose avec vous pour mon pays. Mais pas ça, pas ça, pas ça. Dingue. Et dire que certains ont embrassé ce discours, ce regard, on connaît la suite. Il fallait être sacrément naïf pour voter pour un tel barjot. Et puis Macron, sur tous les sujets qu'il a promis, il a fait exactement l'inverse. Il a accusé Marine Le Pen de vouloir la guerre et maintenant il veut la guerre pour conserver le pouvoir. La perversion XXL. Et vous connaissez sa dernière provocation ? Depuis quelques jours, Braun-Pivet est cité comme possible successeur de François Bayrou au poste de Premier ministre. La débêche, la cocotte gate, oui, ce serait la provocation ultime. Mais en même temps, cela signifie que le poudré est complètement paumé. Dans quelques heures, on annonce la chute de François Bayrou. Vote de confiance, François Bayrou, devant les députés ce lundi à 15h pour sa chute annoncée. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un Premier ministre devrait tomber après avoir requis la confiance de l'Assemblée nationale. Le très attendu vote des députés aura lieu ce lundi en fin de journée, après la prise de parole de François Bayrou dans l'après-midi. Un coup de théâtre est-il toujours possible? Est-ce que Bayrou va obtenir ce vote de confiance? Dans les faits, oui, c'est possible, mais cela signifierait qu'un groupe PS ou Rassemblement national n'a pas tenu sa parole, son engagement envers les militants. Est-ce qu'ils vont prendre ce risque? Peu probable. Donc Bayrou, c'est le train pour Pau. Donc TF1 nous apprend que Bayrou a prévu d'inviter les ministres à un moment convivial demain à 8h30 à Matignon après sa censure. Son pot de départ financé par nos impôts. La fin de l'abondance, quoi. Bayrou, le train pour Pau, c'est vous qui voyez. Bon, c'est l'heure d'ouvrir, vous l'avez compris, la page Fantaisie. Wauquiez et Xavier Bertrand ont affirmé qu'ils défendaient l'intérêt général. Qu'en pensent les Français? Je sens que vous ferez un excellent journaliste. Parle-t-il de Patrick Cohen? Est-on passé dans un monde parallèle? Oui, voyez les deux ministres des Affaires étrangères, le Canadien et le Français. Sont-ils humains? Une machine ne sera jamais un philosophe, un con non plus. Transition toute faite avec BHL. Crise politique pour BHL écrivain. L'appel à la destitution du président de la République, c'est anti-républicain et antidémocratique. Il
Faudrait peut-être rappeler à BHL que c'est prévu par la Constitution. BHL est à la philosophie ce que Macron est à la prospérité et à la paix. Les LFI se mettent à hurler. Et oui, une fête bien innocente, ancestrale et littéralement diabolisée par les LFI. C'est d'ailleurs la grosse différence entre la LFI et le cochon. Parce que dans le cochon, tout est bon, alors que dans la LFI, rien n'est bon. Et puis allez savoir pourquoi, lors de cette fête du cochon, il y avait une atmosphère bon enfant. Allez, on se quitte avec le travail de Laurent Firode. C'est dans ma description. Regardez ce sketch, cela vous rappellera Patrick Cohen. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.